J'étais en train de préparer le dîner quand ma fille de 5 ans a demandé « Papa, est-ce que je peux avoir le bonbon bleu que tonton Jason me donne ?» Mon sang se glaça. « Tonton Jason te donne des bonbons ?» Elle a hoché la tête. Il dit que c'est notre secret. Que ça fait tourner le monde. J'ai vérifié son sac, et mes mains se sont mises à trembler. La sauce spaghetti bouillonnait sur la cuisinière, tandis que je remuais machinalement, mon esprit déjà ailleurs, pensant au dossier des patients que je devais examiner une fois mis à coucher. Les mardis soirs, c'était toujours un marathon, le travail, la sortie de la maternelle, les batailles pour les devoirs, la préparation du dîner, l'heure du bain, les histoires. Mon mari, David, travaillait tard à son cabinet comptable 3 soirs par semaine, me laissant seul pour gérer le chaos. Mia était assise à la table de la cuisine avec son livre de coloriage, fredonnant un air sans mélodie tout en gribouillant en violet ce qui était censé être un cheval. Son sac à dos était affalé contre le pied de la chaise, laissant échapper des crayons de couleur et des autorisations froissées sur le parquet. « Papa, est-ce que je peux avoir le bonbon bleu que tonton Jason me donne ?» La cuillère en bois a heurté la casserole avec un bruit sec. Tout mon corps s'est raidi. « Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie ?» Elle a levé vers moi ses immenses yeux noisettes, d'une innocence totale. « Le bonbon bleu de tonton Jason. Je peux en avoir un maintenant ?» Ma gorge s'est nouée. Jason était mon jeune frère, 28 ans, perpétuellement entre 2 emplois et 2 relations. Il logeait dans notre chambre d'amis depuis 6 semaines, après que son dernier arrangement de logement soit tombé à l'eau. David avait insisté pour que nous aidions la famille, et j'avais accepté à contre-cœur, malgré mes réserves sur son manque de fiabilité. « Tonton Jason te donne des bonbons ?» J'ai gardé une voix soigneusement neutre, m'accroupissant à sa hauteur. Mia a hoché la tête avec enthousiasme. « Oui. Les jolis bleus. Ils sont ronds et il y a des chiffres dessus. » Une vague de froid a parcouru mes veines. « Quand est-ce qu'il te les donne ?»« Parfois après l'école, quand tu prépares le dîner, ou avant de dormir quand papa est au travail. » Elle est retournée à son coloriage, inconsciente de la façon dont mes mains avaient commencé à trembler. Il dit que c'est notre secret spécial. Que le bonbon fait tourner le monde, c'est super amusant, comme un manège. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser, au-delà du vrombissement dans mes oreilles. « Mia, ma chérie, tu peux montrer à papa où tu gardes ces bonbons ?» Elle a sauté de sa chaise et a trottiné jusqu'à son sac à dos, fouillant dans la poche avant. Ma fille en a sorti un petit sac Ziploc contenant 4 pilules bleues et circulaires. Ma formation médicale universitaire a pris le dessus, avant même que je puisse réfléchir consciemment. La couleur distinctive, les chiffres gravés, la taille, de l'oxycodone, des analgésiques sur ordonnance. Ma vision s'est rétrécie. Ce n'étaient pas des bonbons. C'étaient des substances potentiellement mortelles pour une enfant de 5 ans. Chaque pilule portait l'inscription E10, soit 10 mg d'oxycodone. Un total de 20 mg que ma fille avait déjà ingéré. « Mon bébé, en as-tu mangé ?» Ma voix est sortie étranglée. Juste 2. Tonton Jason a dit qu'il me rendrait heureuse et somnolente. C'est vrai que tout est devenu flou. Elle a souri à ce souvenir, tandis que je luttais contre une panique montante. 20 mg était une dose pour adulte. Pour un enfant de la taille de Mia, cela aurait pu supprimer sa respiration, arrêter son cœur. Ma fille avait été droguée par mon propre frère, dans ma propre maison. J'ai pris Mia dans mes bras, attrapant mon téléphone avec des doigts tremblants. Premier appel, le 911. Deuxième appel, David. Quand il a répondu, sa voix était tendue. « Amber, qu'est-ce qui ne va pas ?»« On a donné des pilules à Mia, ai-je dit. »« C'est Jason. » Silence, puis une inspiration brusque. « Je quitte le travail maintenant, a dit David. »« J'arrive, Amber. » La visite aux urgences a confirmé mes pires craintes. Mia avait de l'oxycodone dans son système. Les analyses de sang ont montré des niveaux compatibles avec les 20 mg qu'elle avait décrits, bien que, heureusement, suffisamment métabolisés pour qu'elle soit hors de la zone de danger immédiat. L'expression sombre du médecin m'a fait comprendre à quel point cela aurait pu se terminer différemment. Les services de protection de l'enfance nous ont interrogés séparément. La police a pris nos dépositions. David sanglotait dans la salle d'attente, pendant que je tenais notre fille, la rage montant comme une cocotte minute derrière mon sternum. Jason avait disparu.
il avait vidé notre chambre d'amis dans l'heure qui a suivi mon premier appel à David, ne laissant derrière lui que des draps défaits et un flacon de pilules vides dans la poubelle, avec son nom sur l'étiquette, prescrit après une prétendue blessure au dos 3 mois plus tôt. La police l'a retrouvé 2 jours plus tard, dans l'appartement d'un ami en centre-ville. Il avait épuisé son ordonnance légitime des semaines auparavant, et achetait des pilules dans la rue. Selon l'inspecteur chargé de notre affaire, Jason a affirmé qu'il avait seulement donné les pilules à Mia pour l'aider à dormir quand elle était difficile. Il semblait en fait surpris que nous soyons en colère, comme s'il nous avait rendu un service. Les accusations criminelles sont tombées rapidement, mise en danger de la vie d'un enfant, possession de drogue, et plusieurs autres chefs d'accusation que je pouvais à peine comprendre à travers ma fureur. David était anéanti, déchiré entre sa loyauté envers moi et le choc de ce que mon frère avait fait. Notre mariage s'est tendu sous le poids de la culpabilité et des reproches, la mienne, pour avoir fait entrer Jason chez nous, la sienne, pour ne pas avoir remarqué plus tôt. Mais l'affaire pénale n'était qu'un début. Je voulais plus qu'une peine de prison. Je voulais qu'il comprenne exactement ce qu'il nous avait volé. Mon avocate, une femme vive d'esprit nommée Patricia Gallagher, a tout écouté les lèvres pincées. Le procès pénal s'occupera de la punition, a-t-elle dit lors de notre consultation. Mais il y a un autre angle ici. La responsabilité civile. Nous pouvons réclamer des dommages et intérêts, frais médicaux, traumatisme émotionnel, perte du sentiment de sécurité. Nous pouvons nous assurer que cela le suivra pour le reste de sa vie. Je me suis penché en avant. Dites-moi tout. Nous avons intenté une action civile 3 semaines plus tard, réclamant un demi-million d'euros de dommages et intérêts. L'avocat commis d'office de Jason dans l'affaire pénale a tenté de négocier, abandonner les poursuites civiles en échange d'un plaidoyer de culpabilité avec une peine réduite. Patricia l'a déconseillé. Il doit faire face à toutes les conséquences, pour les 2 affaires, a-t-elle dit fermement. Ne le laissez pas marchander pour échapper à sa responsabilité. Le procès pénal a eu lieu en premier. Voir Jason dans son costume mal ajusté, prenant un air contrit pour le jury, faisait bouillir mon sang. Son avocat l'a dépeint comme un toxicomane en difficulté qui avait commis une terrible erreur, quelqu'un qui avait besoin de traitement plutôt que de punition. L'accusation a contre-attaqué avec des témoignages médicaux, sur ce que ces pilules auraient pu faire au cerveau en développement et au système respiratoire d'une enfant de 5 ans. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamné à 4 ans, bien qu'avec une bonne conduite, il en purgerait probablement moins. Pas assez. Loin d'être assez pour ce qu'il avait fait à ma fille. Les semaines qui ont suivi la sentence pénale, j'ai eu l'impression de vivre dans un brouillard. David s'est plongé dans la recherche sur la guérison des traumatismes infantiles, tandis que je coordonnais avec des thérapeutes et des groupes de soutien. L'enseignante de maternelle de Mia, Madame Anderson, nous a pris à part un après-midi à la sortie de l'école, pour nous faire part de son inquiétude concernant des changements de comportement. Ma fille était devenue renfermée pendant les activités de groupe, réticente à participer au goûter, et anxieuse lorsque d'autres parents venaient aider en classe. Elle me demande sans cesse de vérifier sa brique de jus, a dit doucement Madame Anderson. Elle ne boit rien, à moins que je ne l'ouvre devant elle et que je prenne une gorgée d'abord. Le poids de cette observation m'a anéanti. Ma fille de 5 ans avait développé des mécanismes de survie, typiquement observés chez des victimes d'abus de plusieurs décennies son aînée. J'ai remercié Madame Anderson pour sa vigilance, et j'ai ajouté un autre élément à ma liste croissante de choses que Jason avait détruites. Notre pédiatre, le docteur Hammond, a recommandé une évaluation complète avec une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. L'évaluation a duré 3 séances, au cours desquelles Mia a fait des dessins qui m'ont retourné l'estomac, des bonshommes allumettes avec des cercles bleus légendés aux bonbons secrets, une maison avec un nuage noir au-dessus de la chambre d'amis, et elle-même en train de pleurer pendant que d'autres enfants jouaient. La psychologue, le docteur Reeves, a présenté ses conclusions avec une compassion professionnelle, qui masquait à peine sa colère. Votre fille présente des symptômes compatibles avec un traumatisme de la trahison, a-t-elle expliqué lors de notre séance de restitution. La violation est venue de quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un positionné comme un membre de la famille et un protecteur. Cela altère fondamentalement sa compréhension de la sécurité et des relations. Elle a recommandé des séances de thérapie bi-hebdomadaire pour Mia, ainsi qu'une thérapie familiale pour David et moi. L'impact financier était stupéfiant. Notre assurance ne couvrait qu'une fraction des soins spécialisés dont Mia avait besoin. Entre la thérapie, les consultations médicales supplémentaires,
et les mesures de sécurité que j'avais frénétiquement installées dans toute notre maison, nous dépensions des sommes folles. Les parents de David ont proposé de nous aider avec les dépenses, mais leurs économies pour la retraite étaient modestes. Mes parents étaient décédés des années auparavant. Nous étions noyés sous les factures, pendant que Jason était assis dans une cellule, nourri et logé aux frais du contribuable, ses actifs mystérieusement invisibles pour le système. C'est alors que Patricia a suggéré que nous creusions plus loin. Les gens comme Jason ne se contentent pas de cacher de l'argent, a-t-elle dit lors d'une de nos séances de stratégie. Ils le cachent mal. Nous avons besoin d'un expert comptable judiciaire. J'ai hésité face aux coûts supplémentaires, jusqu'à ce que Patricia me montre les chiffres. Si nous trouvons ce que je soupçonne, le jugement civil couvrira chaque centime que vous avez dépensé, et même plus. Mais surtout, nous le priverons de toutes ses ressources. Il n'aura rien pour se reconstruire à sa sortie. Nous avons engagé l'experte comptable, une femme méticuleuse nommée Linda Torres, spécialisée dans la découverte d'avoirs dissimulés. Elle a travaillé pendant 3 semaines, suivant des pistes numériques et des archives papier que Jason avait cru suffisamment bien enterrées pour échapper à la détection. Les découvertes de Linda ont dépassé même les soupçons de Patricia. Le procès civil est devenu vraiment intéressant. Les recherches de Patricia avaient révélé plusieurs détails cruciaux. Jason avait hérité d'un fonds en fiducie de sa grand-mère, soigneusement caché à son équipe de défense pénale. Le fonds contenait près de 300 000 €, accessibles à ses 30 ans. Il possédait également une propriété en Floride, un petit appartement acheté des années auparavant qu'il louait. Mais Linda avait trouvé plus, bien plus. Jason percevait des revenus locatifs de l'appartement en Floride depuis 4 ans, sans jamais les déclarer correctement aux impôts. Il avait ouvert des comptes d'investissement au nom de son ex-petite amie, une femme avec qui il était sorti 2 ans plus tôt, et qui ne réalisait apparemment pas que son identité était utilisée. Il avait des fonds non réclamés de 2 emplois précédents, dormant dans les trésoreries d'État, en attente d'être récupérés. Au total, ses actifs découvrables s'élevaient à près de 425 000 €, sans compter le potentiel de revenus futurs que nous pouvions légalement poursuivre. Il a joué aux pauvres, a expliqué Patricia, en faisant glisser des documents sur son bureau. Mais il a des actifs, et des actifs importants, et nous allons prendre chaque centime. L'avocat de Jason au civil a de nouveau tenté la carte de la sympathie, mais Patricia a été implacable. Elle a fait venir notre pédiatre pour témoigner des problèmes d'anxiété persistants de Mia. Notre psychologue pour enfants a décrit les cauchemars, les problèmes de confiance, la façon dont notre fille sursautait maintenant lorsque des hommes adultes l'approchaient. J'ai témoigné en larmes, décrivant comment mon propre frère avait trahi les liens les plus fondamentaux de la famille. La défense a tenté de dépeindre Jason comme quelqu'un qui avait commis une erreur en luttant contre la dépendance, quelqu'un qui méritait de la compassion plutôt que la ruine financière. Son avocat a fait venir son propre expert, un psychologue qui a témoigné sur la toxicomanie et le jugement altéré. Patricia a démantelé leur argument méthodiquement. Lors du contre-interrogatoire, elle a établi que Jason avait été suffisamment cohérent pour cacher ses actifs, entretenir des biens locatifs, et gérer des comptes d'investissement. Il ne s'agit pas d'une dépendance altérant le jugement, a-t-elle plaidé devant le jury. Il s'agit d'une tromperie calculée et d'une mise en danger délibérée d'un enfant. La défense a essayé un autre angle, suggérant que les symptômes de Mia pourraient être exagérés ou influencés par l'anxiété parentale. Cela s'est retourné contre eux de manière spectaculaire, lorsque Patricia a appelé l'enseignante de Mia à la barre. Madame Anderson a témoigné des changements de comportement dont elle avait été témoin, des changements qu'elle avait documentés avant même de nous parler. Elle a décrit la régression de Mia, d'une élève extravertie et enthousiaste à une enfant renfermée, qui surveillait chaque interaction adulte avec une hypervigilance. Elle a présenté des dessins du portfolio de Mia, contrastant les œuvres insouciantes de septembre avec les images sombres et anxieuses de novembre. J'enseigne en maternelle depuis 17 ans, a dit doucement Madame Anderson. Je sais à quoi ressemble un traumatisme infantile. Cette petite fille a été fondamentalement changée par ce qui lui est arrivé. L'avocat de la défense n'a eu aucune réponse efficace. On pouvait voir les expressions du jury se durcir. Patricia a ensuite fait venir des experts financiers pour détailler les coûts à long terme des soins de Mia. Le docteur Reeves a témoigné qu'un traumatisme infantile de cette gravité nécessitait souvent des années d'intervention thérapeutique. Un spécialiste de l'éducation a discuté du besoin potentiel de plans d'apprentissage individualisés, et d'un soutien scolaire supplémentaire si l'anxiété de Mia affectait sa scolarité. Un consultant en sécurité a expliqué les mesures raisonnables que des parents pourraient prendre,
pour protéger un enfant qui avait été victime dans sa propre maison. Au moment où Patricia a terminé de construire son dossier, le jury a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de factures médicales et de séances de thérapie. Il s'agissait des conséquences en cascade des actions de Jason, des conséquences qui se répercuteraient sur l'enfance, l'adolescence, et potentiellement toute la vie d'adulte de Mia. La plaidoirie finale de la défense a mis l'accent sur le manque d'intention de Jason de causer un préjudice durable, sur sa dépendance, ses difficultés, et sa volonté d'accepter ses responsabilités. Son avocat a dépeint notre action civile comme vindicative et excessive. La plaidoirie de Patricia fut chirurgicale. Elle a guidé le jury à travers chaque élément des dommages, avec une précision dévastatrice. Jason Miller a fait un choix, a-t-elle dit, sa voix stable et claire, non pas une, mais plusieurs fois. Il a choisi de prendre un médicament sur ordonnance destiné aux adultes, et de le donner à une enfant de 5 ans. Il a choisi de l'appeler bonbon. Il a choisi d'en faire un secret. Il a choisi de continuer ce schéma pendant des semaines, regardant cette petite fille devenir somnolente et désorientée, et il a choisi de le faire encore. Elle a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle d'audience. La défense veut vous faire croire que c'était une erreur, mais les erreurs sont des événements uniques. Ceci était un schéma de comportement. Et maintenant, cette famille passera des années, potentiellement des décennies, à gérer les conséquences de ses choix. La question qui se pose à vous est simple, qui devrait supporter le fardeau financier de ces dommages? La famille dont l'enfant a été victime, ou l'homme qui a choisi de la victimiser? J'ai témoigné en dernier, racontant au jury ce moment dans la cuisine où mon monde s'est effondré. Décrivant la sensation de ces pilules dans ma paume, sachant que mon enfant en avait déjà avalé 2, la visite aux urgences, les interrogatoires de police, la façon dont Mia me demandait maintenant de vérifier toute sa nourriture avant de manger, terrifié que quelqu'un puisse à nouveau la tromper. J'ai expliqué les mesures de sécurité que j'avais mises en place, des caméras dans toutes les pièces communes de notre maison, la vérification des antécédents des babysitters, mon incapacité à laisser Mia hors de ma vue sans avoir des crises de panique. J'ai décrit la pression financière de la thérapie spécialisée non couverte par l'assurance, les heures de travail que j'avais perdues pour les rendez-vous médicaux et les audiences, et la thérapie de couple dont David et moi avions besoin pour gérer notre propre traumatisme et notre culpabilité. Ma fille ne fera jamais plus entièrement confiance aux adultes, comme elle aurait dû pouvoir le faire, ai-je dit, ma voix se brisant malgré ma détermination à rester calme. Jason ne lui a pas seulement donné des pilules. Il lui a volé son innocence d'enfant, son sentiment de sécurité, sa capacité à croire que la famille signifie la protection. Comment met-on un prix là-dessus? La défense a tenté de s'opposer, mais le juge a autorisé ma déclaration. Chaque juré me regardait attentivement. Plusieurs avaient les larmes aux yeux. Pendant le contre-interrogatoire, l'avocat de Jason a tenté de suggérer que j'exagérais l'impact, que les enfants étaient résilients, et que Mia se remettrait probablement complètement avec une intervention minimale. Patricia m'avait préparé à cette ligne d'interrogation. Avez-vous déjà vu votre fille de 5 ans se réveiller en hurlant de cauchemar où elle est empoisonnée, ai-je demandé calmement. Avez-vous déjà dû expliquer à une enfant de maternelle que non, elle ne peut pas faire confiance à tous les adultes pour la protéger, tout en essayant simultanément de ne pas la rendre paranoïaque envers le monde entier? Avez-vous déjà vu votre enfant reculer devant son propre oncle lors d'une réunion de famille, parce qu'il ressemble trop à l'homme qui lui a fait du mal? L'avocat n'a pas eu de réponse. Le jury avait la sienne. Quand la défense a terminé, j'étais certaine que nous avions fait tout notre possible pour présenter notre cas. Mais je savais aussi que les jurys étaient imprévisibles, que la sympathie pouvait basculer de manière inattendue, que la jeunesse de Jason et son remords apparent pourraient en pousser certains à la clémence. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, la présidente du jury a lu le verdict, 475 000 € de dommages et intérêts, plus les frais de justice et les honoraires d'avocat. Le visage de Jason est devenu blanc. Son avocat a immédiatement fait appel, mais Patricia avait anticipé ce mouvement. Le fonds en fiducie a été saisi. L'appartement en Floride a été mis en vente. Le salaire de Jason, quel que soit le travail au salaire minimum qu'il finirait par trouver, serait saisi pendant des décennies. La procédure d'appel a duré 8 mois. L'avocat d'appel de Jason a soutenu que le jugement était excessif, qu'il constituait une peine cruelle et inhabituelle, et que le jury avait été indûment influencé par des témoignages émotionnels. Patricia a contré chaque argument avec la jurisprudence et les précédents, démontrant que notre jugement se situait bien dans les lignes directrices établies pour les cas de mise en danger d'enfants et de traumatisme à long terme.
Pendant ce temps, Jason est resté incarcéré, apparemment convaincu que la cour d'appel réduirait ou annulerait le jugement civil. Sa confiance s'est avérée mal placée. La cour d'appel a confirmé le verdict dans son intégralité, un juge rédigeant même une opinion concordante cinglante sur la nature inadmissible des actions de l'accusé et les conséquences entièrement prévisibles pour un enfant vulnérable. Ils ont rejeté sa demande de réduction du jugement, notant que les dommages accordés étaient raisonnables et étayés par des preuves substantielles d'un préjudice continu. Patricia m'a appelé le jour où la décision est tombée. C'est fini, a-t-elle dit simplement. Le jugement est maintenu. Nous pouvons commencer les procédures de recouvrement immédiatement. L'exécution du jugement fut rapide et complète. Linda Torres, l'experte comptable qui avait découvert les avoirs cachés de Jason, a travaillé avec Patricia pour saisir systématiquement tout ce qu'il possédait. Le fonds en fiducie a été liquidé en premier, 287 000 € après impôts et frais administratifs. L'appartement en Floride s'est vendu pour 145 000 €, bien qu'après le remboursement de l'hypothèque et les frais de clôture, cela ait rapporté 78 000 € de plus pour le jugement. Les comptes d'investissement au nom de son ex-petite amie ont nécessité des manœuvres juridiques supplémentaires, mais Patricia avait documenté de manière approfondie l'utilisation frauduleuse de son identité par Jason. La petite amie, une femme nommée Tessa qui avait rompu avec Jason des années plus tôt, a été horrifiée de découvrir comment il avait exploité ces informations. Elle a pleinement coopéré avec nos avocats, fournissant des déclarations et des documents qui nous ont aidés à récupérer 42 000 € de plus sur ses comptes. Jason avait apparemment perçu des revenus locatifs de l'appartement en Floride qu'il n'avait jamais correctement déclaré. Le fisc s'est montré très intéressé par cette information une fois que Patricia a transmis ses conclusions. Bien que nous ne puissions pas bénéficier directement des pénalités fiscales auxquelles il était confronté, savoir qu'il devrait faire face à des privilèges fiscaux fédéraux en plus de notre jugement procurait une certaine satisfaction sinistre. Au total, nous avons récupéré 407 000 € en actifs et en paiements immédiats. Les 68 000 € restants du jugement initial, plus les intérêts accumulés et les frais de justice et honoraires supplémentaires, totalisant environ 95 000 €, seraient satisfaits par une saisie sur salaire. Une fois que Jason serait libéré de prison et trouverait un emploi, sa dette totale restante s'élevait à 163 000 €. Il ne se remettra jamais de ça financièrement, m'a dit Patricia après que les saisies d'actifs aient été terminées. Chaque chèque de paie, chaque actif, chaque héritage, nous prendrons notre part jusqu'à ce que ce jugement soit satisfait. Avec les limites de saisie sur salaire et son potentiel de revenus probable, cela le suivra jusque dans la soixantaine. Mais voir la vie financière de Jason s'effondrer ne suffisait pas. J'avais besoin qu'il comprenne la totalité de ce qu'il avait détruit. Les chiffres sur le papier ne rendaient pas compte de la réalité des difficultés persistantes de Mia, des changements permanents dans le fonctionnement de notre famille, de la perte d'innocence qui ne pourrait jamais être récupérée. David avait d'abord eu du mal avec la poursuite agressive du jugement civil. « C'est ton frère, Amber », m'a-t-il dit lors d'une de nos conversations les plus difficiles. Ce qui s'est passé est terrible, mais détruire toute sa vie financière. N'y a-t-il pas un moment où nous en avons fait assez? Je l'ai regardé avec incrédulité. Fait assez? David, il a de la chance que nous ne puissions pas le poursuivre pour tentative de meurtre, car c'est essentiellement ce que cela aurait pu être. Il s'est tu, puis a semblé mesurer le poids de cette réalité. Tu as raison, a-t-il finalement dit. J'essaie juste de trouver un moyen de rendre cela moins lourd, mais il n'y en a pas, n'est-ce pas? Notre conseiller conjugal nous a aidés à surmonter ce conflit. Le docteur Stevens a expliqué que l'inconfort de David face à un jugement financier était normal, que les gens avaient souvent du mal avec le concept de conséquences prolongées, même pour des actes terribles. Vous êtes tous les deux en train de gérer un traumatisme, nous a dit doucement le docteur Stevens. Le frère d'Amber a violé la confiance la plus fondamentale. Il n'y a pas de manuel pour gérer cela. Peu à peu, l'ambivalence de David s'est durcie pour devenir quelque chose de plus froid. Il a assisté à chaque audience, à chaque procédure d'appel, assis à côté de moi avec une expression qui devenait plus résolue à chaque session. Le tournant est survenu lors d'un des rendez-vous de thérapie de Mia, auquel on nous avait demandé d'assister. Le docteur Reeves avait travaillé avec Mia sur des exercices de confiance et de sensibilisation à la sécurité. Au cours de cette séance particulière, elle a demandé à Mia de dessiner une image de sa famille. Notre fille a soigneusement dessiné des bonshommes allumettes me représentant, David, et elle-même. Puis elle a dessiné un grand X noir sur le côté. « Qu'est-ce que c'est »
Mia, a demandé doucement le docteur Reeves, en montrant le X. C'est là où était tonton Jason, a dit Mia d'un ton neutre. Mais il n'est plus dans notre famille, parce qu'il a essayé de me faire du mal. Papa a dit que les familles se protègent les unes les autres, et il ne m'a pas protégé. David a quitté cette séance en larmes. Je me demandais si nous allions trop loin, a-t-il murmuré dans le parking, en serrant le volant. Mais l'entendre dire ça. Elle comprend. Elle comprend ce qu'il a fait, et elle sait que nous nous battons pour elle. Après cela, David est devenu aussi engagé que moi dans le jugement financier. Il a même contribué à la déclaration de la victime que j'étais en train de rédiger pour l'éventuelle audience de libération conditionnelle de Jason, ajoutant des détails sur son propre parcours, du doute à la conviction, du désir de pitié à l'exigence de responsabilité. Mais je n'avais toujours pas fini. La victoire civile semblait vide de sens, si Jason ne comprenait pas vraiment ce qu'il nous avait pris. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que Patricia avait mentionné en passant, les déclarations de la victime pouvaient être soumises à la commission des libérations conditionnelles, lorsque Jason deviendrait éligible à une libération anticipée. J'ai passé des mois à rédiger cette déclaration. Pas seulement les faits, mais les séquelles. Comment Mia hurlait maintenant lors des visites de routine chez le médecin. Comment David avait commencé une thérapie pour la culpabilité de ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs. Comment j'avais installé des caméras de sécurité dans chaque pièce, incapable de faire confiance à quiconque autour de ma fille. Comment notre mariage avait failli s'effondrer sous la pression, avant que nous ne nous frayions un chemin vers un terrain solide grâce à la thérapie de couple. La déclaration a évolué avec le temps, à mesure que de nouvelles conséquences des actions de Jason devenaient apparentes. L'enseignante de première année de Mia a signalé des problèmes de comportement. Ma fille avait du mal à se concentrer en classe, demandait fréquemment à aller à l'infirmerie pour des maux de ventre fantômes, et avait des difficultés à se lier d'amitié avec d'autres enfants. Les problèmes de confiance dont le docteur Reeves nous avait avertis se manifestaient de manière déchirante. Lors d'une fête d'anniversaire pour l'un des camarades de classe de Mia, j'ai vu ma fille refuser de manger le gâteau jusqu'à ce que j'ai pris une bouchée d'abord. Les autres parents ont remarqué. Les questions ont suivi. David et moi avons dû décider de la quantité d'informations à divulguer, en équilibrant la vie privée de Mia avec la réalité que les gens tireraient leurs propres conclusions de son comportement. Nous avons opté pour une explication vague, sur un membre de la famille ayant trahi sa confiance, ce qui a conduit aux réponses sympathiques prévisibles et aux changements de conversation maladroits. Mais certains parents ont compris plus que d'autres. Une mère m'a prise à part après. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire, a-t-elle dit doucement. Cela a pris des années de thérapie. Votre fille a de la chance d'avoir des parents qui prennent cela au sérieux. Certaines familles mettent ça sous le tapis. J'ai ajouté cette conversation à la déclaration de la victime. Jason devait savoir que ces actions n'avaient pas seulement endommagé notre famille immédiate, elles avaient changé notre façon d'exister dans notre communauté, la façon dont les autres parents nous percevaient, la façon dont Mia naviguait dans des situations sociales qui auraient dû être de simples joies d'enfant. La déclaration s'est enrichie de documents provenant des dossiers scolaires de Mia, des rapports d'enseignants sur ses difficultés, des notes du conseiller scolaire sur les services de soutien supplémentaires, la correspondance avec l'administration sur les protocoles de sécurité et les politiques relatives aux médicaments. Je voulais que la commission des libérations conditionnelles voie les répercussions institutionnelles de ce que Jason avait fait. David a contribué avec des sections sur son propre parcours thérapeutique, sur la gestion du choc et de la colère face à ce que mon frère avait fait en vivant sous notre toit. Il a écrit sur la culpabilité de ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs qu'il voyait maintenant clairement avec le recul, sur le défi de me soutenir tout en gérant sa propre réaction traumatique, sur le chagrin de voir notre fille perdre son innocence. Je ne cesse de penser à toutes les fois où je lui ai trouvé des excuses, et j'écris dans ma partie de la déclaration. Quand il ne pouvait pas garder un emploi, je disais qu'il n'avait pas de chance. Quand ses relations échouaient, je blâmais les circonstances. Quand il a demandé à rester avec nous, j'ai convaincu mon mari que ce serait temporaire, que la famille est de la famille. Je n'ai jamais imaginé que mon propre frère était capable d'une chose pareille. Mais la capacité et l'action sont des choses différentes. Il n'avait pas seulement la capacité. Il a fait le choix, à plusieurs reprises, de mettre en danger mon enfant tout en vivant sous notre toit et en acceptant notre hospitalité. J'ai inclus des photographies, le sourire éclatant de Mia d'avant, comparé à l'expression prudente et anxieuse qu'elle portait maintenant, la pile de factures médicales de 15 cm de haut, la chambre d'amis vide que nous ne pouvions nous résoudre à utiliser pour autre chose.
Cette chambre d'amis était devenue le symbole de tout ce que Jason avait contaminé. Nous l'avions entièrement vidée après son arrestation, jetant la literie et les meubles, repeignant même les murs, mais elle semblait toujours empoisonnée. David a suggéré de la convertir en bureau ou en salle de sport, mais aucun de nous ne pouvait se résoudre à réutiliser la pièce où Jason avait comploté pour droguer notre fille. Finalement, nous l'avons fermée à clé et l'avons laissée vide. Mia se tenait parfois devant la porte fermée, la fixant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Quand je lui ai demandé à quoi elle pensait, elle a simplement dit « Je m'assure qu'il est vraiment parti ». Cette citation est également allée dans la déclaration. Le docteur Reeves a fourni une lettre supplémentaire, détaillant le diagnostic de Mia, trouble de stress post-traumatique et traumatisme complexe. Elle a exposé le protocole de traitement qu'elle a développé, thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme, thérapie par le jeu pour aider Mia à traiter les émotions qu'elle ne pouvait pas verbaliser, et thérapie familiale pour reconstruire la confiance et la sécurité. Elle a estimé que Mia aurait probablement besoin d'un soutien thérapeutique continu tout au long de son adolescence, et peut-être jusqu'à l'âge adulte. Un traumatisme de la petite enfance de cette nature altère fondamentalement le neurodéveloppement, a écrit le Dr Reeves dans son évaluation clinique. Le cerveau de la victime, pendant ses années de formation, apprend à traiter la menace, la confiance et la sécurité. Lorsqu'un soignant de confiance viole cette confiance par un préjudice délibéré, cela crée des changements durables dans la façon dont l'enfant perçoit le monde et interagit avec lui. Le traitement peut atténuer ces effets, mais les fondations ont été modifiées de façon permanente. J'ai joint le rapport complet du Dr Reeves à la déclaration de la victime, ainsi que des listes détaillées de chaque séance de thérapie, de chaque consultation médicale, et de chaque intervention spécialisée dont Mia avait eu besoin. La commission des libérations conditionnelles devait voir les coûts tangibles et mesurables des actions de Jason. Notre documentation financière racontait sa propre histoire. Le jugement civil était une chose, mais les dépenses réelles que nous avions engagées étaient stupéfiantes. L'assurance avait couvert une partie du traitement de Mia, mais la thérapie spécialisée pour les traumatismes n'était pas entièrement couverte. Nous avions payé des milliers d'euros en tickets modérateurs et en prestataires hors réseau. L'installation du système de sécurité avait coûté près de 3 000 euros. Le service de vérification des antécédents auquel nous nous étions abonnés, pour contrôler les babysitters ou les soignants, coûtait 40 euros par mois. J'avais pris un congé sans solde de mon travail pour assister aux audiences et aux rendez-vous médicaux, perdant des revenus et faisant dérailler une promotion que je visais. David avait réduit ses heures au cabinet comptable pour être plus à la maison avec Mia, ce qui nous a coûté des heures supplémentaires et des primes de fin d'année. Nous avions refinancé notre hypothèque pour couvrir les frais de justice avant que le jugement civil ne soit rendu. Tout cela était documenté et inclus. Jason devait voir que le jugement financier n'était pas arbitraire. Il représentait des dommages réels, qui ne commençaient même pas à couvrir le coût total de ce qu'il avait détruit. Quand l'audience de libération conditionnelle de Jason a eu lieu après 18 mois, j'étais là. David aussi. Patricia aussi, bien que son travail soit techniquement terminé. La commission a examiné son cas, pendant que Jason était assis dans sa combinaison orange, l'air plus mince et plus dur que l'homme qui avait vécu dans notre chambre d'amis. Il avait apparemment été un prisonnier modèle, avait suivi des cours de désintoxication, et avait exprimé de profonds remords. Son avocat a présenté un dossier convaincant pour une libération anticipée. Jason avait suivi un programme de réhabilitation disponible dans l'établissement. Il avait maintenu un dossier disciplinaire parfait. Il avait obtenu une offre d'emploi d'un cousin d'un ancien codétenu, qui possédait une entreprise d'aménagement paysager. Il avait écrit des lettres d'excuses à notre famille, bien que David et moi ayons refusé de les accepter ou de les lire. L'avocat a dépeint Jason comme un individu réformé, qui avait touché le fond et s'était battu pour sa rédemption. Il a souligné l'achèvement du traitement contre la toxicomanie de Jason, sa participation à des conseils confessionnels, et ses projets de reconstruire sa vie en tant que membre productif de la société. Mon client a assumé l'entière responsabilité de ses actes, a plaidé l'avocat. Il comprend la gravité de ce qu'il a fait. Il s'est engagé à réparer ses torts de toutes les manières possibles. Le maintenir incarcéré au-delà de la peine minimale requise ne sert aucun objectif de réhabilitation, et l'empêche de commencer à rembourser sa dette civile substantielle envers les victimes. Les membres de la commission des libérations conditionnelles ont écouté impassiblement. Ils avaient entendu d'innombrables présentations similaires d'autres détenus cherchant une libération anticipée. Le cas de Jason n'était qu'un dossier de plus dans une pile interminable de demandes. Puis ils ont lu ma déclaration à voix haute, les 15 pages.
La salle est devenue silencieuse, à l'exception de la voix du membre de la commission, lisant le récit détaillé de la façon dont les actions de Jason avaient détruit le sentiment de sécurité de notre famille, et fondamentalement altéré le développement de notre fille. Le langage clinique du rapport du docteur Reeves contrastait vivement avec les récits personnels que David et moi avions écrits, créant une image complète de dommages qui allait bien au-delà de ce que n'importe quel programme de réhabilitation pourrait réparer. J'ai regardé le visage de Jason se décomposer à mesure que les mots tombaient. Son avocat s'est agité, mal à l'aise. Les expressions des membres de la commission se sont durcies à chaque paragraphe détaillant les dommages continus causés à notre famille. Quand la lecture s'est terminée, la présidente de la commission m'a demandé si je voulais faire une déclaration orale supplémentaire. Je m'étais préparé à cette éventualité. Je me suis levé et j'ai fait face à Jason directement, pour la première fois depuis sa condamnation. Vous avez vécu dans notre maison, ai-je dit, en gardant une voix égale malgré la rage qui bouillonnait en moi. Vous avez mangé les repas que nous préparions. Vous avez regardé la télévision avec notre fille. Vous avez assisté à sa remise de diplôme de maternelle. Et pendant tout ce temps, vous planifiez de la droguer. Jason a essayé d'intervenir, pour dire qu'il ne voulait pas faire de mal, mais la présidente l'a fait taire. J'ai continué, vous lui avez dit que ces pilules feraient tourner le monde. Vous les avez appelées bonbons. Vous en avez fait un jeu secret. Comprenez-vous ce que cela a fait à sa perception de la confiance, de la sécurité, de la façon dont les adultes sont censés protéger les enfants? Ma voix s'élevait maintenant, malgré mes efforts pour me contrôler. David a posé une main sur mon bras, pour m'ancrer. Ma fille sera en thérapie pendant des années à cause de vous. Elle ne peut pas manger de gâteau aux fêtes d'anniversaire sans que quelqu'un de confiance ne le goûte d'abord. Elle fait des cauchemars où elle est empoisonnée. Elle dessine des images d'elle-même, seule, entourée de menaces qu'elle ne peut nommer. Elle a 6 ans, et elle comprend déjà que les gens qui prétendent vous aimer peuvent vous blesser de manière qui détruisent tout ce que vous pensiez être sûr. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché une photo récente de Mia. Voici la personne que vous avez blessée. Pas une victime abstraite, pas un numéro de dossier, mais un véritable enfant qui vous faisait confiance. Et vous voulez nous faire croire que 18 mois de bonne conduite effacent cela. La commission des libérations conditionnelles m'a remercié pour ma déclaration et nous a congédiés pendant qu'il délibérait. David et moi avons attendu dans le couloir avec Patricia, qui avait insisté pour être présente, bien qu'elle n'ait aucun rôle formel dans la procédure. C'était puissant, a dit doucement Patricia. Je ne pense pas qu'ils lui accorderont la libération. Elle avait raison. Libération conditionnelle refusée. Il purgerait sa peine complète. Jason a essayé de croiser mon regard alors qu'on l'emmenait, mais j'ai regardé droit devant moi. David a serré ma main. Les années ont passé lentement. Mia a grandi, le traumatisme aigu s'estompant pour devenir quelque chose que nous gérions grâce à une thérapie constante et un soutien indéfectible. Elle ne ferait jamais plus entièrement confiance comme les autres enfants. Cette innocence avait disparu à jamais. Mais elle a appris à fonctionner, à sourire de nouveau sincèrement, à croire que la plupart des gens ne lui feraient pas de mal. L'argent du jugement civil a été placé dans un fonds en fiducie pour l'avenir de Mia, l'université, la thérapie, tout ce dont elle aurait besoin. Je n'en voulais pas un centime pour moi. Il n'a jamais été question de gains financiers. Jason a été libéré après avoir purgé 3 ans et demi. Il est sorti pour découvrir son fonds en fiducie disparu, sa propriété vendue, son crédit détruit, et une dette qui le entrait jusqu'à l'âge de la retraite. Il a vécu de chèque de paie saisie en chèque de paie saisie pendant des décennies, incapable de constituer une épargne, d'acheter une propriété, ou de repartir à zéro. J'ai entendu par des connaissances communes qu'il avait trouvé du travail dans un entrepôt, qu'il louait une chambre dans le sous-sol de quelqu'un, et qu'il prenait le bus parce qu'il ne pouvait pas se permettre une voiture. Ses candidatures pour de meilleurs emplois étaient rejetées une fois que les vérifications d'antécédents révélaient son dossier. Sa vie amoureuse était inexistante, une fois que ses partenaires potentiels apprenaient son passé. Il m'a appelé une fois après sa libération, me suppliant de réduire le jugement, de faire preuve de pitié. J'ai raccroché sans répondre. Quel que soit le lien fraternel qui avait existé entre nous, il est mort le jour où il a drogué ma fille. Je l'ai croisé par accident environ 1 an après sa libération. J'étais dans un café près de mon bureau quand je l'ai aperçu par la fenêtre, penché sur une table dans le coin avec une calculatrice et une pile de factures. Il semblait avoir 10 ans de plus que ses 33 ans, les joues creuses, épuisé, abattu par la vie. Il m'a remarqué,
et son expression a vacillé entre la honte et le ressentiment. Un instant, j'ai pensé qu'il pourrait s'approcher, qu'il pourrait essayer de s'excuser ou de plaider sa cause. Au lieu de cela, il a rassemblé ses factures et est parti par la sortie arrière, les épaules affaissées par la défaite. J'ai commandé mon café et me suis assise, sortant mon téléphone pour regarder des photos récentes de Mia. Elle avait 10 ans maintenant, s'épanouissant en 4e année, malgré les défis auxquels elle était encore confrontée. L'année écoulée depuis l'audience de libération conditionnelle avait apporté une guérison progressive, plus lente que je ne l'avais espéré, mais constante. La semaine dernière, elle a rejoint le club d'art de l'école. Hier, elle a ri à l'une des terribles blagues de papa de David. De petites victoires, mais elle comptait plus que tout. Mon téléphone a vibré avec un texto de David, Mia veut savoir si on peut prendre une pizza pour le dîner. Elle a passé une bonne journée. J'ai souri, en tapant un rapide oui. Les bonnes journées étaient précieuses. Nous nous battions durement pour chacune d'entre elles. Le jugement civil n'était pas une question d'argent. La condamnation pénale n'était pas une question de vengeance. Tout ce que j'avais fait, chaque procès intenté, chaque déclaration rédigée, chaque comparution aux audiences de libération conditionnelle concernait les conséquences, s'assurer que la personne qui avait mis en danger la vie de mon enfant porterait ce fardeau pour toujours, tout comme nous portions le poids de ce qu'il avait fait à notre famille. Jason aurait 65 ans avant que sa dette envers nous ne soit réglée. Il passerait toute sa vie d'adulte à payer pour ces 4 pilules bleues qu'il avait données à ma fille, en les appelant des bonbons, en lui disant que le monde tournerait. Le monde avait tourné, en effet, mais pas comme il s'y attendait. J'ai fini mon café et je suis retourné au bureau, planifiant déjà la prochaine fête d'anniversaire de Mia. Elle voulait une petite réunion cette année, juste quelques amis de confiance, rien de trop écrasant. Nous avions appris à nous adapter, à travailler dans ces zones de confort tout en encourageant doucement sa croissance. Ma fille ne se remettra jamais complètement de ce que Jason a fait, mais elle survivait, s'adaptait, devenait plus forte de manière que les enfants ne devraient jamais avoir à développer. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer qu'elle ait toutes les ressources, toutes les protections, tous les avantages que je pouvais lui fournir. Quant à Jason, il passerait le reste de sa vie à apprendre que certaines erreurs ne s'effacent pas avec le temps ou les excuses. Certaines conséquences sont permanentes. Certaines dettes ne peuvent jamais être entièrement remboursées. Et c'était exactement comme il se devait.